Hey, salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma collection. Puisque vous l'aurez remarqué sur la chaîne YouTube, ça fait plusieurs fois que je vous présente les collections que certains de mes abonnés m'ont envoyées. Je les remercie d'ailleurs énormément pour l'envoi de leurs collections, leurs explications, etc. Aujourd'hui, donc c'est moi qui vais vous présenter ma collection. Je vais revenir un petit peu avec vous sur comment s'est déroulée l'année 2022 de mon point de vue par rapport à la chaîne YouTube et les projets, les perspectives d'évolution qu'il peut y avoir dans ma collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et vous pouvez également laisser un commentaire. Donc c'est parti tout de suite avec le point de vue sur ma collection. Allez, donc on se retrouve maintenant avec ma collection sous les yeux. Donc il va falloir que je joue avec le zoom pour soit vous montrer la première rangée et ensuite la seconde. Alors c'est marrant, mais cette vidéo me rappelle beaucoup ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube qui remonte à février 2021. Donc ça fait bientôt presque 2 ans que ma chaîne YouTube a été lancée. Et pendant ces 2 ans, ça a été une très très belle expérience, je dois vous le dire. J'ai appris pas mal de choses sur les techniques pour faire des vidéos, que ce soit le filmage, je sais pas si ça se dit, la façon de filmer, pardon, et la façon de monter les vidéos. Mais surtout, là où ça a été une expérience très enrichissante, c'est que ça m'a permis de discuter avec énormément de personnes, des passionnés, des professionnels. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je regardais avant de créer ma chaîne YouTube. Joao, Le Calibre, Clément Entretemps, Moonwatch, il y en a beaucoup, j'en oublie, Copain des Montres. Ouais, ça m'a permis d'en rencontrer certains, de rencontrer d'autres qui ont créé leur chaîne YouTube après, que j'ai peut-être pu influencer. Julien, une rencontre extraordinaire, hein. Julien de la chaîne Remonte, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est un bon ami maintenant. Donc voilà. Et puis évidemment tous les abonnés, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter sur Instagram, dans les commentaires YouTube. Voilà, je retiens que du positif et je ne peux que encourager les personnes qui ont une collection, qui sont intéressées par les montres et qui auraient une petite flamme pour pouvoir créer des vidéos sur YouTube. Allez-y, ou créer du contenu même sur TikTok ou sur Instagram. Allez-y, c'est une expérience qui est formidable. Même, vous le verrez, quand vous commencez à gagner des abonnés, c'est plus facile de discuter avec les marques et c'est toujours très enrichissant. Je pense notamment aux gens de la marque Charlie Paris avec qui j'ai pu discuter, mais pas que, il y en a eu plein, qui sont toujours forcément, je pense, un peu plus accessibles avec ceux qui ont un peu d'abonnés, mais voilà, c'est toujours très enrichissant. Donc voilà, je vous recommande vraiment de vous lancer. Si vous avez une petite envie, n'hésitez pas, c'est très bien. Après cette digression, je vais pouvoir commencer à vous parler de ma collection. Alors je vais les passer en revue comme j'ai fait pour vos collections à vous finalement, et je m'arrêterai là où il faut s'arrêter, notamment aux endroits où il y a eu d'autres montres et que j'ai changé. Enfin, là où il y a eu des changements en 2022, je vais m'arrêter. Alors la toute première montre, elles sont triées par ordre chronologique, toujours, moi c'est ma façon de les trier. Dites-moi comment vous triez vos montres en commentaire. Donc la toute première montre, c'est une G-Shock. Je ne sais pas la référence de cette G-Shock, c'est ma première vraie montre, j'ai envie de vous dire, même si j'en ai eu d'autres avant, quand j'étais enfant notamment. Mais celle-ci, alors elle m'a été offerte quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus, soit en 3e, soit en seconde, j'avoue que je me rappelle plus exactement. Donc c'est une montre qui a maintenant 10 ou 11 ans, puisque j'ai 25 ans maintenant. C'est une montre que j'ai énormément portée pendant toutes les années, pas jusqu'à la fin de mes études, mais au moins jusqu'au bac et même les 2 années suivantes. Même si après j'ai eu une Apple Watch que pareil je n'ai pas mis dans la collection parce que je la porte plus du tout, mon Apple Watch. Alors celle-ci c'est pareil, je la porte quasiment jamais, on peut voir que les piles sont presque mortes d'ailleurs. Mais voilà, une G-Shock, comme je vous l'ai dit sur vos collections, c'est toujours une montre intéressante dans une collection, puisque quand vous avez peur d'abîmer vos autres montres, vous portez ça résiste à 20 bars, c'est très polyvalent. Alors je sais plus toutes les fonctions de celle-ci, mais voilà, ça fonctionne très bien et ça n'a pas peur de prendre des coups avec cette enveloppe protectrice en plastique caoutchouté. Je sais pas exactement
comment on appelle ça. Mais voilà, c'est toujours une bonne solution. En autre montre que je vous ai pas mis dans la collection, bon ça c'est parce qu'il n'y a plus de place, c'est ma Day One Milano qui m'a été offerte par la marque. Donc il y aura certainement une vidéo de test un jour, mais je sais pas exactement encore comment m'y prendre, puisque comme c'est une montre qui m'a été offerte, forcément je n'aurai pas un avis aussi objectif que sur une montre que j'ai achetée, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté affectif, quoi. Quand t'as offert une montre qui vaut plus de 300 balles, t'es content. Voilà. Après, bon, je vais essayer d'être parfaitement honnête. Il y a des défauts que j'ai déjà repérés. Et je vous dirai, parce qu'il y a aussi pas mal de qualités, hein, notamment la finesse. Mais voilà, j'essaierai d'être parfaitement impartial lors du test de cette montre. Voilà, mais c'est pas encore fait. Bref, donc voilà, cette montre qui doit dater des années autour des années 2010, un truc comme ça. Et c'est grâce à elle, et grâce aux quelques suivantes que j'ai eues avant de commencer ma chaîne YouTube, que cette chaîne YouTube existe. Il s'agit de la Hamilton Kaki Aviation Pilote Day-Date Auto. Cette montre, j'ai tourné un épisode avec Xavier de la chaîne Daily Shoes il y a quelques jours, donc un dual time qui devrait être publié, je pense, par Xavier dans les prochains jours. Donc ça se trouve, soit cette vidéo sera publiée avant ou après, donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description si la vidéo de Xavier a déjà été publiée. Bon, pour pas trop spoiler ce que j'ai dit dans la vidéo, de toute façon j'ai déjà fait 2 vidéos sur celle-ci, il me semble au moins 2 vidéos sur la chaîne YouTube. C'est ma première montre automatique achetée en avril 2020. Si je me trompe pas, montre qui est portée par Matthew McConaughey dans Interstellar, qui est l'un de mes films préférés. Une montre que j'apprécie beaucoup, déjà parce que j'aime beaucoup les montres de pilote, et je trouve que son diamètre et son cornacorn sont très cohérents. C'est une grande montre, hein, on est sur du 42 mm de diamètre, enfin moi c'est une taille que je considère comme assez grande, mais qui me va parfaitement. Elle est vraiment pas trop grande sans être trop petite, parce que je considère qu'une montre de pilote doit quand même être assez imposant. Historiquement, ça l'est, hein, pour des questions de visibilité, notamment dans les cockpits. Voilà, bon là on est sur une interprétation assez moderne avec le jour en toutes lettres anglais et la date et des reflets qui sont superbes. Voilà, je vais pas m'étendre plus parce que j'en parle de tout ça dans la vidéo de Daily Shoes. Premièrement donc, c'est celle qui a lancé mon aventure et c'est celle qui m'a aussi donné le plus d'émotions que j'ai eu jusqu'à maintenant, parce que ça a été quand même un énorme changement. J'avais eu que des montres à quartz, et là voir une montre qui fonctionnait sans pile, ça me fascine et ça me fascinait et ça me fascine toujours. Et là il y a un premier point où il y a eu du changement. À une époque dans ma collection, il y a eu 4 montres entre ces deux. Alors, ces 4 montres, je les ai vendues pour plusieurs raisons que je vais vous donner tout de suite. La première, il s'agissait, je vous mets une image à l'écran, de la Yema Superman Heritage Blue, achetée en juillet 2020. La seconde, c'était la Seiko King Turtle Save the Ocean modèle de 2020, achetée en octobre 2020 justement. Ensuite, il y avait la Seiko Alpinist Mountain Glacier, donc édition limitée, achetée le mois suivant, en novembre 2021. Et la dernière, c'était une Tudor Black Bay 41 mm noire, donc la plongeuse. C'est des montres que je ne regrette pas. Et voilà, que je ne regrette pas, et pour chacune il y a une raison pour laquelle j'ai vendu. Celle pour laquelle il y en a le moins finalement, c'était la Yema, justement, qui était donc la plus ancienne des 4. Cette Yema, hein, que je vous mets à l'écran, elle était très bien. Il y avait un petit défaut de conception, oui, finalement, qui me dérangeait. Il s'agit normalement d'une plongeuse, la Yema Superman, mais celle-ci n'avait pas de repère luminescent à 12 heures sur la lunette. Ce qui fait que c'est quand même très embêtant pour une montre étanche à 300 mètres. Alors c'est pas un défaut dans la vie de tous les jours, on s'en fout, mais philosophiquement ça me dérangeait et c'est quelque chose que je regardais de plus en plus et je me disais mais ah là là. Et alors quand ils ont sorti la nouvelle, la AAE là, je sais plus, avec les index en U, là je me suis dit oh là là, ils ont mis de la luminescence sur la lunette à 12 heures, et moi sur la mienne qui est quasiment la même à des formes d'index près, je n'en ai pas. Voilà, ça me dérangeait beaucoup. J'aime bien sur une plongeuse avoir tous les éléments caractéristiques d'une vraie plongeuse, et là ça m'énervait. Enfin, vous allez trouver ça très con, hein, mais en vrai voilà, c'était quelque chose qui m'énervait un peu. Il y avait autre chose aussi, je souhaite pas avoir beaucoup de montres dans ma collection. Voilà, je souhaite pas additionner 50 montres différentes, et donc je voulais en garder 8. Alors là il y a une place éventuellement qui peut se libérer, hein, pour une 8e montre automatique, mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir des tonnes et des tonnes pour l'instant en tout cas.
Parce qu'après, voilà, notre vision sur notre collection évolue au fil du temps, bien sûr. Mais donc, c'était ma façon de penser, ça reste toujours un peu ma façon de penser. Et donc, je voulais pas collectionner plusieurs montres d'une même marque. Et il s'avère que, on va y venir après, mais j'ai une autre Yema que je préfère à celle que j'avais. Donc, j'ai pris la décision de la vendre, finalement, cette fameuse Yema Superman que j'avais beaucoup aimée. C'est celle que, éventuellement, je pourrais regretter un jour, je pense, parce que, à part ce manque de luminescence dans la lunette, hein, elle n'avait pas de défaut. Elle était très très précise, elle n'avait pas de défaut d'alignement, etc. Donc elle était vraiment très bien en fait. Voilà, la seconde c'était la Seiko King Turtle. Elle, si je l'ai vendue, je regretterai jamais, vraiment. Elle, si je l'ai vendue, c'est pour pas mal de raisons. Alors, c'est une montre qui avait beaucoup de défauts d'alignement, que ce soit l'oréo déjà, premièrement, la lunette qui n'était pas alignée, donc l'insert de lunette n'était pas bien aligné avec à 12 heures. Autre défaut, la bille de luminescence dans la lunette n'était vraiment pas alignée, enfin ça se voyait. Et même un autre défaut toujours lié avec l'insert était plus à gauche qu'à droite, ce qui fait qu'il y avait plus de jeu entre le grip de la lunette à droite qu'à gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si ça se voit sur la photo que je vous mettrai à l'écran, mais les finitions, une catastrophe. Autre défaut, et ça c'est un défaut qui m'embête, c'est la précision, elle tournait à moins 18 secondes par jour. J'aurais pu le faire régler, bien évidemment, même la lunette, j'aurais pu la faire voir un horloger, la faire aligner parfaitement, mais à quel prix, honnêtement. Donc tous ces défauts combinés me saoulaient, faisaient que c'était une montre que je portais en mode G-Shock, c'est-à-dire que c'était la montre que je prenais clairement sans avoir peur du risque. Et en plus de ça, là c'est une qualité, la King Turtle, la Turtle est une montre robuste, c'est-à-dire qu'elle a un boîtier vraiment en forme de tortue, de coussin, avec de beaux arrondis qui protègent parfaitement la couronne, les cornes, tout ça, enfin c'est très robuste, donc c'est vrai qu'elle me rassurait énormément. Il y avait un autre défaut qui avait valu un SAV, c'était le bracelet aussi, une catastrophe ce bracelet, une catastrophe, voilà, pour pas dire plus. Donc deuxième vendu sans regret. La troisième, la Seiko Alpiniste, elle, ses défauts c'était la précision. Je l'ai reçue, elle faisait moins 20 secondes par jour en gros. Donc premier SAV au bout de quelques temps, je me suis décidé au bout de quelques mois à l'envoyer un SAV. Elle est revenue, le SAV 6 semaines ou un peu plus même parce qu'il y avait le Covid. Elle est revenue plus 120 secondes par jour. Là j'ai halluciné quoi. Alors j'ai gardé quand même plusieurs jours pour refaire le test quand même de précision. Je me suis dit c'est pas possible, je me trompe et tout. Mais non, vraiment elle gagnait 120 secondes par jour. Donc là, je l'ai renvoyé en SAV, elle a fini par revenir. Et là, bon, elle était précise, elle faisait du plus 5, plus 6 secondes par jour. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, elle commençait à perdre des secondes par jour. Et là où je me suis rendu compte qu'elle perdait beaucoup, c'est quand je l'ai mis sur le remontoir une fois. Je me suis rendu compte, à la verticale, elle perdait, je crois, 43 secondes par jour. Pareil, j'ai testé plusieurs fois. Alors, c'est sûr que si on prenait toutes les positions combinées au poignet, je perdais peut-être 5 secondes par jour. Mais c'est hallucinant, quoi, je veux dire. C'est une montre qu'ils m'ont rendu plus 5, plus 6. Et avec le temps, elle s'est un peu déréglée. Très déçu. Et donc je l'ai renvoyé. En plus de ça, c'est une montre qui avait des bracelets d'origine catastrophique aussi, Seiko, voilà. Donc j'avais acheté un autre bracelet Seiko à 200 balles, je crois à peu près. Donc c'est une montre qui m'a quand même coûté très cher, C'est une alpiniste qui m'a coûté cher, 880 € de base, 1000 presque 80 du coup avec le bracelet. Je l'ai vendu beaucoup moins cher que ça au final. Bon après c'est parce que j'étais assez pressé, moi j'aime bien que les choses se fassent assez vite, mais si j'avais eu de la patience, j'aurais pu la vendre bien sûr beaucoup plus cher. Pas de regret pour la personne qui l'aura, vu que sa précision n'était pas non plus incroyable. Il n'aura pas acheté au prix qu'il aurait dû l'acheter. Et la dernière, la Tudor Black Bay 41 mm noir, que j'avais acheté en février 2021. Mon premier très très gros achat horloger, 3550 € à l'époque. Une montre que j'ai achetée la boutique Mornier à Bordeaux, qui est devenue maintenant, alors qu'appartient toujours à eux, mais qui est devenue maintenant une boutique Breitling. Une montre où j'ai été, je pense, peut-être un peu mal conseillé, ou avec des standards de conseil un petit peu anciens. C'est-à-dire que on m'a conseillé cette taille par rapport à ma carrure, à mon poignet. Et au final, il s'avérait que plus le temps passait, plus je trouvais cette montre trop grosse, trop épaisse.
et également trop longue. Donc finalement, on m'avait conseillé plutôt de prendre la 41 plutôt que de prendre la 39 parce que la taille, d'après la vendeuse, me correspondait mieux. Voilà, et au final, je l'ai regretté. Alors j'avais pris la noire plutôt que la bleue en 41. Alors à l'origine, j'étais allé à la boutique pour prendre la 58 Navy Blue, sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas et j'ai vraiment... Elle savait pas du tout quand c'est qu'elle en recevrait. C'est pour ça que je suis parti sur une 41. Alors il y avait aussi la 58 en noir qui était à l'époque. Et c'est là que la dame a conseillé plutôt de prendre la 41 mm. Peut-être parce qu'elle savait qu'il recevait très peu de 58 et au final il voulait la garder pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais bon, elle m'a conseillé la 41, j'ai pris la 41. Elle m'a conseillé... alors non, ça c'est moi qui ai choisi la noire. Parce qu'il y avait ma copine qui préférait la noire par rapport à la bleue en 41 mm. Et pour le coup, j'étais assez d'accord, en fait, c'était aussi celle que je préférais. C'est-à-dire qu'en 41, je préfère la version noire à la bleue. Alors j'aime bien aussi la rouge, mais il fallait l'assumer quand même, le rouge. Après, par contre, sur les 58, je préfère le bleu de la Navy Blue, clairement. Alors que sur la 41 mm, le bleu sur la lunette n'est pas le même que sur la 58 et le cadran est noir. Et je trouve que dans la boutique, ça rendait pas super bien. Peut-être qu'avec un autre éclairage, ça aurait bien rendu. Mais voilà, j'ai pris la noire parce que je trouvais que c'est celle qui rendait le mieux. Et c'est vrai que pour le coup, la noire était fidèle à la Tudor Submariner ou la Rolex Submariner des années 50 au niveau des couleurs. Sur la 58, j'aime pas toujours d'ailleurs la lunette avec ces marqueurs dorés. Je trouve que ça fait beaucoup trop, c'est too much en fait. Ça fait un petit peu trop faussement vintage et c'est quelque chose que j'aime pas sur la 58. Donc voilà pourquoi je me suis séparé de ces 4 montres. Et oui, puis la Black Bay aussi, j'ai été très déçu de constater, après l'achat évidemment, je me suis pas rendu compte sur le coup, que la lunette était pas parfaitement alignée. Je sais pas si la vendeuse l'avait remarqué ou quoi, je pense pas. Mais voilà, je suis reparti finalement avec une montre que j'ai fini petit à petit par regretter. Alors la lunette pas alignée, je m'en suis rendu compte quand même très vite. La journée même, je m'en suis rendu compte en vérité. Et quand j'y suis allé pour demander qu'est-ce qu'il en était, on m'a dit que c'était parce que je tournais trop vite la lunette. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec un insert mal aligné comme c'était le cas. Heureusement, vous allez le voir quand j'ai acheté mon autre Tudor, c'est la nouvelle boutique Mornier, j'ai été très bien reçu, c'était vraiment très agréable pour le coup. Et la personne qui s'est occupée de moi était vraiment top. La montre suivante, il s'agit de ma Longines Spirit bleue en version 40 mm. Alors c'est une montre que j'ai achetée début juin 2021. Alors j'ai acheté cette montre parce que j'avais acheté pas mal de montres de plongée qui sont maintenant vendues et dont je vous ai parlé précédemment, et je voulais revenir sur une montre un petit peu plus élégante et un petit peu aussi montre de pilote. Et c'est vrai que cette Longines Spirit elle remplit parfaitement les cases. Alors elle existait à l'époque en 42 et 40, elle existe maintenant aussi en 37 mm. Moi, je trouve toujours que la 40, c'est la version la mieux. Alors, ça dépend évidemment de la taille du poignet, mais la 42, vraiment, il faut vraiment un poignet pour moi de 20 cm de circonférence pour la porter de façon correcte, parce qu'on est sur une montre qui a un très long corne à corne. Et c'est vrai que celle-ci, il faut un poignet autour des 18 cm quand même. Voilà, plus de 17,5 pour la porter, que ça reste élégant. En dessous, c'est clair qu'il faut prendre la 37. Moi, le problème qui se pose avec la 37, c'est que on est quand même sur une montre hommage au monde de l'aviation. Elle s'appelle la Spirit. C'est l'esprit des pilotes c'est en hommage à l'esprit des pilotes finalement qui ont porté des Longines au début du XXe siècle, donc Lindbergh et compagnie. Et donc c'est une montre finalement un petit peu de pilote, même si elle est très élégante aussi. Et porter une montre de pilote qui fait seulement 37 mm, c'est incohérent par rapport à ce qu'est une montre de pilote. Une montre de pilote, ça fait 45, 50, 55 mm historiquement. Donc je me verrais mal prendre un tout petit diamètre pour une montre de pilote. Voilà. Mais c'est sûr que si vous avez un petit poignet, je peux pas vous conseiller de prendre la 40. En dessous de 17,5, vraiment, vous aurez un corne à corne trop long pour votre poignet, à moins que vous ayez un poignet vraiment très large. Voilà, celle-ci, elle fait autour des 50 mm de corne à corne. C'est effectivement des cornes fines, mais quand même. Alors c'est sûr, c'est pas comme sur la Tudor Black Bay que j'avais, qui était beaucoup trop épaisse avec cette longueur. C'est beaucoup plus élégant, mais c'est vrai que voilà, elle a une certaine longueur de corne à corne.
Mais c'est une montre que j'apprécie énormément. Moi, elle se pose vraiment super bien sur le poignet. Il n'y a aucun problème avec la longueur pour mon poignet de 18,5. Je préfère sur la 40 par rapport à la 42 où il y a l'index 3 qui est à moitié coupé pour mettre la date. Ils n'auraient pas mis la date, franchement, ça aurait été aussi bien. La date, ce qui est agréable, c'est qu'on a un fond noir avec l'écriture en blanc ou en jaune. Je sais plus trop, je crois que c'est jaune, il me semble. Là, évidemment, on est en plein changement de date, donc je vois pas super bien. Mais voilà, la date est quand même bien intégrée, elle est assez petite, assez discrète. Moi, pour le coup, les 5 étoiles, j'aime beaucoup. Sans ça, je trouve que le cadran serait un peu vide. Et le fait qu'il y ait marqué 5 étoiles signifie qu'on est sur le haut de gamme en termes de réglage chronométrique chez Longines. Effectivement, cette montre est certifiée par le COSC. C'est aussi l'une des raisons qui fait que j'ai acheté cette montre. Alors j'avais prêté cette montre aussi pendant 3 mois à Julien de la chaîne Remontre. Lui m'avait prêté sa Charlie Paris Concordia. Alors je sais que lui, le COSC, pour lui c'est du marketing. Je respecte totalement, je peux comprendre qu'on pense ça. Moi je trouve que ça apporte quelque chose parce que le COSC c'est pas seulement du -4+6, c'est aussi du test dans différentes conditions de température. Dans différentes positions, des dérives journalières, l'amplitude entre différentes positions, tout ça. C'est quand même un test relativement exigeant qui a un coût pour les marques. Donc il faut que les marques soient vraiment confiantes pour les envoyer. C'est pas gagné automatiquement. Une montre par exemple comme la Seiko que j'avais, elle faisait du -5. Elle a dû faire à un moment autour des 0 secondes, mais ça l'empêchait pas d'avoir un écart entre deux positions qui était colossal. Et elle n'aurait pas pu avoir le COSC. Au niveau de la précision, je sais plus, je l'avais mesuré. Alors pareil, lui, il avait eu des valeurs assez bizarres, je trouve. La réserve de marche, la montre, d'après lui, s'était arrêtée assez vite. Bon, moi j'ai refait les tests en la remontant à fond une première fois et ensuite j'ai attendu qu'elle s'arrête. Ça avait duré presque 70 heures et ensuite je l'ai portée au poignet en partant d'une montre arrêtée pendant 3 jours. Ensuite je l'ai posée et elle s'arrêtait au bout de 67 ou 68 heures, il me semble. Donc au final j'ai eu bon, on n'est pas à 72 heures mais c'est logique, mais en tout cas j'avais quand même de très bonnes valeurs de réserve de marche. Au niveau de la précision, je sais plus combien il avait eu, mais moi j'avais fait le test après, je crois que j'avais eu +1, un truc comme ça, donc voilà. Elle est très très bien cette montre et je l'apprécie énormément pour sa finesse, son élégance, son verre bombé, sa grosse couronne et voilà, donc j'aime beaucoup. En plus le bleu soleillé est très sympa. On passe maintenant à la Yema Rally Andretti édition limitée. Donc c'est une montre que j'ai achetée en novembre 2021 à l'occasion du Black Friday. Donc je l'ai eu en réduction, enfin une réduction assez énorme, je crois que c'était -30 ou -40%. Enfin en gros je crois que de base elle coûtait autour des 2600 €. Et là avec la réduction je l'ai payé 1600 €. Donc voilà, une économie de 1000 €, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que je l'ai payé, je trouve, à son juste prix. Alors que de base, je trouve qu'il la vendait quand même très très cher. Par contre, je plains les personnes qui l'ont acheté plein pot, sachant que d'autres l'ont eu 1000 € de moins. Enfin, c'est quand même des sommes qui sont colossales en réduction en fait. Et moi, ça m'embêterait de l'avoir payé plein tarif, alors que moi, je suis vraiment très très content de l'avoir payé à ce prix-là. C'est une montre, cette Yema, que je regardais depuis très longtemps, quasiment depuis les tout débuts de ma passion, et que je trouvais quand même très cher. 2600 €, c'était quand même un gros budget. Pour une Yema, je trouve que voilà, j'avais d'autres projets à 2600 €. Voilà, des Longines, des Oris, des Tudor, enfin pas des Tudor mais presque. À 1600 €, oui, parce qu'on est quand même sur un chronographe Valjoux 7753, réédition d'une montre avec une très belle histoire, une montre portée par Mario Andretti en 69 je crois. Mario Andretti, qui a très grand pilote, qui a gagné la Formule 1, beaucoup de catégories, là je me rappelle plus, mais voilà, c'est une montre que je trouve très belle au niveau des proportions, au niveau du look quand même vintage. On est sur une montre qui est assez épaisse, je me rappelle plus exactement l'épaisseur, mais on est au-delà des 15 cm. On est sur un mouvement à remontage automatique, un chronographe, donc c'est forcément très épais. C'est forcément plus de 14 cm. Et là, en gros, comme vous avez un verre bombé, ça rend la chose encore plus épaisse. Il n'empêche que comme on a une tranche de montre réédition, donc
qui s'inspire du design des années 60, on a une tranche assez fine, ce qui fait qu'elle ne paraît pas très épaisse sur le poignet, contrairement à la Tudor Black Bay, encore une fois, que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu envie de la vendre ou quoi que ce soit. Ça fait même partie des montres que je préfère porter. Déjà pour la complication chronographe que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vais lancer le chronographe. J'espère qu'elle a assez de réserve de marche. Moi, j'adore à des moments chronométrer des trucs qui n'ont aucun sens. Vraiment, comme sur la route, par exemple, repérer 2 bornes kilométriques et lancer le chrono pour vérifier que je suis bien à la vitesse. Et oui, ça marche d'ailleurs. Voilà ce que j'ai à dire sur cette montre. Encore une fois, une Yema avec aucun problème de précision et de finition. Elle tourne à, je crois, plus 5 la dernière fois que j'ai fait le test. Peut-être que ça a varié depuis. Mais voilà. Le bracelet, c'est un cuir végétal, je crois. C'est vrai que l'aspect n'est pas super qualitatif. Par contre, ça résiste vraiment bien, je trouve. Donc c'est sympa. La montre suivante, c'est une montre que j'ai achetée en mars, je crois, 2022. Donc là, ça y est, on passe sur l'année qui nous intéresse. Donc, montre achetée en mars 2022 à la boutique Aurel à Bordeaux. Le style rouge, là, il est magnifique, par contre, avec l'éclairage actuel. Donc, profitez-en. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir ces reflets comme ça. Donc, montre que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que je la porte beaucoup moins maintenant que quand je l'ai achetée. C'est un peu la montre que je porte comme la Citizen juste à côté quand je suis dans les vignes, que je fais des trucs un petit peu risqués. C'est une montre que j'ai pas peur d'abîmer non plus. Évidemment, je fais attention bien sûr, mais si je l'abîmais en soi, je serais pas aussi triste que sur ma Longines, ma Tudor ou ma Yema. Alors cette montre, je l'ai achetée parce que je la regardais depuis très longtemps. Pareil comme la Yema Rally, c'est très longtemps que je la regardais. J'étais jamais passé à l'achat parce que je me suis dit que ça fera encore une autre montre de plongée à ma collection, entrée de gamme où je voyais pas forcément l'intérêt horloger que ça allait m'apporter. Et puis finalement, je me suis décidé un jour et je me suis dit mais ça serait l'occasion justement de l'acheter en rouge. Alors ça a toujours été la rouge que j'ai préférée, parce que je trouvais que ce rouge était vraiment très intéressant. Et c'est vrai que je regrette pas l'achat. On est sur une montre avec un rouge, alors qui est très fade 80% du temps et qui brille quand il y a des rayons de soleil qui sont très satisfaisants quand on les voit. Par contre, voilà, évidemment, à 250 €, le bracelet, il est catastrophique. Pour 250 €, il est bien, mais dans l'absolu, il est assez mauvais. Donc, j'ai mis un atto avec rouge et noir comme ça pour rappeler le cadran et l'insert de lunettes. L'insert de lunettes, d'ailleurs, il n'est pas aligné avec le 12. Enfin, il est assez mal aligné. J'ai vu des vidéos qui critiquaient le jeu dans la lunette de la Citizen, mais là c'est voilà, il y a du jeu aussi dans la lunette, bien sûr. Mais on est sur une montre à 250 €, 259 je crois. Je l'ai peut-être eu un poil moins cher, je sais plus. Voilà, j'ai toujours pas aligné correctement. Donc ces défauts-là, moi je les accepte. Parce qu'on reste sur une montre automatique à un tarif qui est quand même ultra concurrentiel, quoi. C'est compliqué de faire mieux à ce tarif-là que cette montre. Pour moi, ça reste toujours, si je vous fais une sélection pour le début de l'année 2022, ça risque d'arriver. Pour moi, en plongeuse à moins de 500 €, la Mako 3, je suis désolé, mais ça reste l'une des références. La suivante, la Citizen Fujitsubo. En fait, longtemps, j'ai cru qu'en 2022, je n'achèterais pas d'autres montres. Donc, entre mars et celle-ci, je l'ai acheté quoi, en octobre, je crois. Septembre, octobre, je sais plus exactement. Octobre, je pense. Début octobre, voilà, je pense, pour être exact. J'ai craqué pour cette Citizen que j'avais vue l'annonce plusieurs mois avant et qui depuis toujours me fait très envie. J'aime beaucoup l'histoire qui va avec, inspirée d'une ancienne montre de Citizen qui a une histoire intéressante, qui a été retrouvée dans la mer par un plongeur, etc. Toujours en état de marche après avoir passé plusieurs années dans l'eau. Et donc ils ont créé ce modèle titane vers saphir, mouvement haut de gamme chez Miyota, Diver 200, etc., etc. Tout ça pour moins de 1000 €. J'ai trouvé ça assez exceptionnel, surtout que le bracelet aussi est en titane. Donc j'ai trouvé ça assez exceptionnel. De toute façon, Citizen, honnêtement, ils sont imbattables en termes de rapport qualité-prix. Seiko, pour moi, n'est pas du tout aussi concurrentiel que Citizen en termes de prix. On paye plus la marque chez Seiko que chez Citizen, c'est sûr et certain. À caractéristiques techniques égales, vous êtes plus cher chez Seiko, c'est indéniable.
Cette Citizen, je l'aimais beaucoup aussi pour son design. Voilà, je sais pas, c'est un tout que j'aime beaucoup. Je vous ai fait une grosse vidéo de test, pardon, où j'ai beaucoup réfléchi, on va dire. Donc voilà, la vidéo test, allez la voir, je la trouve, c'est mon test de montre actuellement le plus abouti. J'ai vu depuis sur internet des retours qui disaient que la lunette avait du jeu, etc. Alors déjà dans le test, hein, les défauts pour moi c'est effectivement cette lunette avec l'insert en alu qui est en titane mais poli, je trouve que ça dénote trop du reste. Bon, c'est un détail, hein, clairement. Et certains, ils ont du jeu. Alors vous voyez, moi c'est tout qui bouge. Hein. Alors il y a un petit jeu, effectivement, si je force, mais vous voyez, là je suis passé sur le côté. Donc en fait, je trouve pas qu'il y ait de jeu dans cette lunette. Alors oui, on n'est pas sur un clic aussi franc que sur ma Tudor Black Bay. Mais enfin, si je force pas, vous voyez, il n'y a aucun jeu. C'est pas comme sur la Orient où il y a du jeu. Donc en fait, je pense que c'est vraiment des défauts quand il y a ce jeu. Évidemment, si je force un peu plus, il y a du jeu. Mais sur la Orient, j'ai pas besoin de forcer autant, vous voyez. Moi, j'ai pas ce défaut de jeu dans la lunette. Évidemment, c'est pas aussi ferme et franc que sur la Tudor. Mais c'est logique aussi, on est sur une lunette 60 clics, comme sur la Tudor, mais en titane. Donc c'est pas le même matériau, le bruit fait pas aussi franc que sur de la CS300 CZL. Mais il n'empêche, pour moi, j'ai pas noté ce point négatif, je l'ai pas sur ma montre. Mais pour moi, la lunette est quand même le point négatif du fait de sa finition polie et de l'insert alu. Là, pour le coup, j'aurais bien vu un insert en céramique en fait. Parce qu'on a du titane ultra dur de chez Citizen qui résiste énormément aux rayures. Ça me bluffe, je la porte quasi tous les jours pour aller au boulot. Elle n'a pas de rayures, un poil sur le fermoir, mais c'est très 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 léger comparé à une montre en métal que j'ai. Voilà, la Yema que j'avais, elle avait des rayures de partout. Sur le poli, la Seiko, le King Turtle c'est pareil, quand je l'avais montré à Julien il savait même plus si c'était poli ou brossé tellement il y avait des rayures sur le côté. Donc voilà, vraiment le titane chez Citizen il est incroyable et c'est pour ça que dans cette même idée j'aurais bien vu l'insert de lunettes en céramique. Oui, c'est plus ou moins beau, mais là, comme c'est de l'aluminium brillant, autant mettre de la céramique en fait. Allez, montre suivante, donc il s'agit de ma Tudor Black Bay 58 Navy Blue. Alors, cette montre, c'est ma montre que je me suis achetée pour mes 25 ans. Alors, c'est vrai que j'ai craqué 15 jours avant. Mais en gros, dès le mois d'octobre, je commençais à avoir envie de me séparer des montres que je me suis séparé. Dans la foulée, je suis allé à Morgnier, à Bordeaux, cours de l'intendance. Et j'ai demandé pour une Tudor Black Bay. Dans un premier temps, un peu en mode touriste. Et on m'a dit qu'il n'y en avait pas. On m'a dit d'aller voir sur leur autre boutique. Peut-être qu'ils en avaient une dans l'autre boutique. Et puis après, bon, j'ai quand même un peu insisté, rapidement, hein, mais j'ai dit que j'étais déjà client, qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup quand j'avais acheté mon autre Tudor. Voilà comment j'ai introduit la chose, pour leur dire que j'avais déjà acheté une autre montre. Et là, tout de suite, elle m'a dit « Attendez, je vais peut-être aller demander quand même à mon patron et pour vous dire s'il y en a une ou quoi. » Et étonnamment, elle a demandé et 15 secondes après, elle est revenue en me disant qu'il venait d'en rentrer une. Donc là, j'ai dit « Ah oui, je veux la voir et tout ça. » Je l'essaie, elle me l'amène. Je lui dis « Je la prends. » Alors que j'étais pas forcément venu pour la prendre le jour même. Ça, c'était début novembre. Donc, disons que je lui ai dit que je la réserve. Parce que je voulais l'acheter pour mon anniversaire, donc je la réserve un acompte. J'ai mis 550 € d'acompte, parce que j'avais pas prévu de dépenser 3500 € ce jour-là. Et je comptais attendre jusqu'à mon anniversaire. Et bon, il s'avère que à la fin du mois de novembre, j'ai craqué. Et je suis allé la chercher à peu près 15 jours avant mon anniversaire, parce que j'en avais marre d'attendre. Et donc voilà, j'ai fini de la payer à l'occasion. Elle me l'a mis à l'heure, elle m'a offert le café, tout ça. Enfin, c'était vraiment super sympa. Vraiment, ça a changé de l'expérience que j'avais eue pour ma première montre. J'ai trouvé que l'expérience client avait été exceptionnelle. La personne avec qui j'ai été en contact durant tout le processus de réservation d'achat, hein, qui était la même, a été vraiment, ça a été vraiment très très agréable. C'était une personne très agréable avec qui discuter, tout ça. Une très bonne expérience du coup. Et j'en suis vraiment enchanté de cette montre, c'est très précis, c'est des proportions qui sont vraiment parfaites. Elle fait que je ne regrette absolument aucune seconde mon ancienne Tudor Black Bay. Elle est en tout point mieux. En tout point mieux, elle n'est pas plus précise que l'autre, mais elle n'est pas moins précise non plus. Donc au niveau mouvement c'est la même chose, mais par contre sur la taille du boîtier, le porté, elle est tout point mieux. C'est-à-dire qu'elle est plus petite, beaucoup moins épaisse, et ça fait toute la différence, l'épaisseur.
Elle fait 11,9 mm d'épaisseur alors que l'ancienne faisait 14,7. On est sur un corne-à-corne de 47 mm alors que sur l'autre on était à 50. Clairement, beaucoup plus portable. Et moi vraiment quand je l'ai au poignet, mais c'est un bonheur. Je la regarde et j'aime énormément. J'aime énormément ce design qui reprend un petit peu plus les codes des premières Tudor Rolex Submariner des années 50 avec ces cornes que je trouve beaucoup plus élégantes qu'aujourd'hui. Alors c'est un peu mieux sur la dernière Rolex Submariner notamment, mais sur l'ancienne, la 116 600, c'était des cornes qui étaient ultra massives, que j'aimais pas vraiment. Sur la nouvelle c'est mieux, mais je trouve que celle-ci était plus élégante. Et cette couronne sans épaulement, je trouve que c'est aussi plus joli visuellement et surtout plus pratique à manipuler. Surtout que c'est une grosse couronne, vous le voyez entre ma Citizen et ma Tudor. La Citizen est plus grosse, mais la couronne est plus petite. Alors que sa Tudor, la préhension de la couronne est vraiment très agréable. Donc voilà, le bracelet, certains le critiquent, moi j'aime beaucoup. Je pense que quand on a un petit poignet, il est moins bien. Je fais référence à Papa des Montres notamment sur YouTube que je salue et où j'ai notamment regardé pas mal sa vidéo avant d'aller l'acheter, qui lui trouve que le bracelet est pas top. Moi je trouve vraiment, je suis très confort avec. Les faux rivets, je trouve que c'est sympa aussi. J'ai pas de problème avec ça. Donc non vraiment moi, le bracelet, c'est que du positif vraiment. Alors je l'ai depuis maintenant plus d'un mois. Si j'ai pris la version bleue plutôt que la noire, c'est parce que la noire, je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo, je me rappelle plus, mais j'aime pas le côté tout tort, tout gilt en fait sur les index, les marqueurs sur la lunette. Je trouve que ça fait trop cliché de la montre vintage sans en être une, et je trouve que c'est juste trop en fait. Et depuis le début, j'y arrive pas avec ce doré sur la lunette. Après, c'est une très belle montre aussi, il n'y a aucun problème, bien sûr. Je préfère la noire je prendrais quand même la noire en 50 si la bleue n'existait pas par rapport à une 41 mm. Maintenant que j'ai goûté aux deux tailles, il n'y a aucun problème. Mais à choisir entre la bleue et la noire, je préfère la bleue. Et ensuite, dernière montre que j'ai eue, la Orient Bambino 38 mm. Alors c'est un cadeau de ma compagne et donc je suis très content. Alors c'est un cadeau que j'ai choisi finalement, c'est moi qui lui ai dit que je voulais cette montre. Parce qu'en fait, c'est un peu comme la Orient Mako, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que moi, les montres habillées, c'est pas quelque chose que je raffole énormément, mais c'est vrai que de plus en plus j'avance dans le temps, plus j'avais envie d'une montre habillée, parce que c'est vrai que c'est élégant tout ça. Et quand la Orient Bambino 38 est sortie, je me suis dit, mais là, vraiment, c'est celle-là que je veux. En plus de ça, c'est une montre qui est pas très chère. Enfin, bien sûr, c'est de l'argent, c'est 270 €, je crois. Alors, on l'a eu moins cher chez Aurel, bien sûr. Mais voilà, c'est pas non plus une somme qui est colossale de mon point de vue. Et donc, je pouvais me permettre de prendre le risque d'une montre habillée. Un peu comme j'avais pris le risque d'une montre rouge. Et comme Orient, il y a très peu de distributeurs, heureusement qu'il y a Aurel. Donc, d'ailleurs, leur chaîne YouTube Parlons Montre, exceptionnelle. En nombre d'abonnés, ils me sont passés devant à la vitesse de la lumière. Mais je comprends pourquoi, leurs vidéos sont vraiment très très bien. Et c'est deux personnes qui sont vraiment très agréables à écouter. Donc je comprends que ça plaise dans leur chaîne YouTube. Et félicitations à eux d'ailleurs si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, cette montre, Jérémy m'a fait essayer les 3 ou 4 versions de cette Bambino, donc les différentes couleurs. Donc là on le voit pas, mais elle a les aiguilles bleuies. Alors je sais pas si c'est de la peinture bleue ou si c'est bleui. Donc là c'est le cadran crème. C'est la version que je préfère pour avoir essayé les autres. J'aimais bien la dorée. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu des doutes par rapport au doré justement sur une montre. Est-ce que ça vieillit bien tout ça? Voilà, je suis pas sûr. Vraiment la bleuie avec le cadran crème, c'est celle que je préfère. Et je la trouve vraiment super agréable à porter. Le diamètre 38 mm, je trouve qu'il est vraiment parfait. Surtout quand je mets la Tudor juste à côté. Vous voyez, le cadran finalement de la Tudor est plus petit même que ce cadran-là. Elle a un diamètre plus grand parce que on a la lunette de plongée, tout ça. Mais sinon, voilà, on a une taille qui est vraiment très cohérente. La taille de la couronne est vraiment super. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montres habillées qui ont des couronnes trop petites que je n'arrive juste pas à manipuler. Comme la Beg Off que j'avais eue, que j'avais fait une vidéo de thèse où j'avais dit que la couronne était chiante à manipuler. Là, c'est vraiment juste parfait. Le grip est nickel et elle fait une taille qui est juste nickel, quoi.
pas trop grosse pour pas dénoter du style de la montre et pas trop petite pour être pas manipulable. Mais voilà, des cornes fines, une lunette fine, une couronne qui est d'une taille que je trouve assez parfaite. Honnêtement, c'est du bonheur avec, surtout qu'elle doit faire plus de 2 secondes par jour. Donc non, vraiment super, super bien. Le bracelet, moi j'y connais pas grand chose en cuir parce que j'en porte pas. C'est une montre que je porte vraiment que le soir ou le week-end, un peu comme la Tudor finalement, parce que c'est une montre que j'ai pas envie d'abîmer dans la ville. Je trouve qu'elle a pas sa place au boulot, hein, tout simplement, comme la Tudor finalement. Mais bon, cette Orient, j'en suis vraiment très content. Donc fond ouvert en plus que je vous montrerai dans la vidéo, que je vous montrerai dans la vidéo de test. Donc voilà un petit peu pour la revue de ma collection. Allez, donc on se retrouve maintenant en facecam donc pour finir cette vidéo. Je voulais vous parler du coup des objectifs, enfin de mes objectifs horlogers en 2023. Quelles sont les montres potentiellement que je pourrais ajouter à ma collection, sachant que j'ai pas mal changé ma façon de penser mes futurs achats. C'est-à-dire que je reviens un petit peu comme à une période où j'ai voulu monter en gamme, à l'époque où j'ai acheté notamment ma première Tudor Black Bay. J'ai voulu franchir un cap, voir de nouveaux horizons, voir ce qui se faisait dans un univers un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, j'étais revenu finalement un peu en arrière, notamment en 2022, avec la Orient, avec la Citizen Fujitsubo. Et c'est vrai que j'ai envie maintenant de repartir dans des montres plus haut de gamme, donc acheter moins de montres à moins de 1000 € et repartir sur des montres à plus. Justement pour découvrir des mouvements plus élaborés, techniquement notamment. Pour voir justement des finitions plus haut de gamme. Et ne plus avoir ces espèces des fois de soucis de finition qu'on peut retrouver assez souvent à moins de 1000 €, comme des lunettes pas alignées, des précisions parfois un peu aléatoires. Et des bracelets de mauvaise qualité aussi. Donc voilà, j'ai envie de monter d'un step. Donc évidemment, on verra comment se porteront les finances en 2023, pardon. Mais j'ai encore une place dans ma collection, puisque elle est occupée par ma G-Shock que je porte jamais. Alors j'ai toujours pas envie d'acheter trop de montres automatiques à la fois. 8 ça me convient vraiment, ça fait quand même plus qu'il y a 2 jours dans la semaine, donc voilà. Donc les montres qui me plaisent vraiment à l'heure actuelle, alors on n'est pas à l'abri d'une sortie qui me plairait encore plus, mais déjà c'est la Tudor Black Bay Pro que je trouve vraiment très belle. J'aime énormément le petit détail pour moi sur cette montre, c'est les index qui sont en céramique. Je trouve que le rendu est absolument incroyable. Et je trouve cette lunette tout acier que d'habitude j'aime pas forcément. Là je trouve qu'avec ce brossé soleillé c'est vraiment très bien réussi. Il n'y a que l'épaisseur que je m'interroge un peu, mais je risque de pouvoir l'essayer dans très peu de temps. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai tourné un épisode avec Montrez-vous. Edouard, donc qui fait un podcast très sympa. Je vous mettrai le lien aussi si c'est sorti. Ensuite, pour moi, le second choix, ça serait la Omega Spin Master Moonwatch professionnelle. J'ai adoré l'essayer, vraiment, cette montre. Et de mon côté, ce serait la version Saphir. Parce que pour moi, le Saphir au quotidien n'aurait que des avantages. Et le fait de pouvoir voir le mouvement, ça m'attire énormément. Donc même si elle est plus chère, je prendrai la version Saphir parce que je trouve que c'est trop avantageux par rapport à l'autre. Alors certains préfèrent prendre les Alites. Alors il y a ceux qui l'avouent pas et qui n'ont pas forcément non plus l'argent pour la Saphir. J'en connais qui sont vraiment ric-rac et qui préfèrent du coup craquer pour les Alites. Je trouve que c'est dommage si c'est pour cette raison, de pas attendre un petit peu plus et d'acheter la Saphir et de finalement prendre les Alites pour une question de coût. Et puis il y en a certains, c'est pour le côté qu'historiquement, celle qui allait sur la Lune avait un verre à les Alites. Ok, si la Omega Spin Master avait existé à l'époque en verre Saphir, ça aurait été une Saphir sur la Lune. Alors si je dis ça, c'est tout simplement parce que pour moi, l'explication du bris de verre dans l'habitacle du module lunaire sous l'apesanteur, ça aurait été catastrophique avec le verre. Enfin, la Omega X33, qui est portée par les astronautes, il me semble, dans l'ISS, elle a un verre saphir. Donc voilà, c'est sûr que par rapport à du minéral, ça se discute. Mais par rapport à du saphir, pour moi, il n'y a pas forcément de discussion possible. Certains vont me dire la visibilité du cadran, c'est vrai que sur la saphir il y a plus de reflets, mais d'un autre côté, moi les rayures sur les Alites me saouleraient vraiment très vite. Donc voilà, je prendrai la saphir.
Après, libre à chacun de prendre la version que vous voulez, hein, bien sûr. Et puis après, j'ai pas forcément d'autres objectifs horlogers pour l'instant. Peut-être la Tissot PRX, mais ce serait vraiment un craquage parce que j'ai vraiment envie d'acheter des montres plus haut de gamme. Et puis pourquoi pas aussi peut-être une autre Omega que la Speedmaster, parce que voilà, j'ai envie de découvrir Omega plus que je ne connais actuellement. Alors ça serait peut-être au détriment de ma Orient Mako pour faire de la place, qui est une très bonne montre mais qui finalement est vraiment remplacée dans son utilisation quotidienne par ma Citizen Fujitsubo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ma collection et de mes peut-être futurs achats. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.